Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, Lyon Salon Bipositive, et avec mes trois invités, nous allons parler de nouveaux systèmes énergétiques et on va notamment parler de mobilité propre. Et on verra tout à l'heure ce que sont les mobilités propres. À côté de moi, Monsieur Rémi Dria, bonjour. Vous êtes chef de projet chez Enedis, chef de projet Smart Grid. Smart Grid. Ok. Enedis, rapidement. Enedis, principal gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en France. Donc on couvre 95% du territoire. Voilà, normalement, on ne présente pas. À côté de vous, Daniela Touzé, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de développement commercial chez CRMT. CRMT. Tout à fait. Donc CRMT, société d'ingénierie spécialisée dans le domaine de la mobilité propre, donc c'est-à-dire mobilité au gaz naturel et à l'hydrogène, ainsi que dans la mesure de polluants. Et à côté de vous, Monsieur Richard Loyen, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué général de Enerplan. Oui. Enerplan. Enerplan, syndicat des professionnels de l'énergie solaire en France, donc à la fois la chaleur solaire et l'électricité solaire et l'ensemble de l'écosystème. Alors, on va commencer par une question idiote. Mobilité propre, quand je dis ça, ça veut dire quoi ? Mobilité propre, déjà mobilité propre, je dirais la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne produit pas, c'est celle qu'on ne consomme pas, ça sera celle qui polluera le moins. Donc bien sûr la marche, le vélo. Mais blague mise à part, puisqu'on ne peut pas se déplacer partout en vélo ni à pied, et la mobilité propre, c'est déjà d'une part ce qu'on voit à l'échappement. Donc les véhicules, qu'est-ce qu'ils vont émettre quand ils sont dans nos villes, dans nos campagnes. Mais je pense que ça va au-delà de ça, et il faut aborder la question d'un point de vue plus large, c'est-à-dire comment je produis mon énergie. Est-ce que c'est à base de charbon, de nucléaire, mon hydrogène, est-ce qu'il est vert, est-ce qu'il est gris, le gaz naturel pareil, du bio-GNV, du GNV. Donc la mobilité, en fait, c'est toute la chaîne de la production de l'énergie à l'utilisation sur place et à la dépollution. Monsieur Loyen, sur cette question générale, on va dire mobilité propre. Je veux dire que la mobilité propre, c'est la mobilité bas carbone ou sans carbone. Donc aujourd'hui, on bannit les combustibles fossiles qui sont incompatibles avec la mobilité propre. Et le reste, on le verra avec le biométhane, avec l'hydrogène, avec l'électricité pour nos véhicules. On est capable d'inventer une mobilité qui sera ultra bas carbone. Ultra bas carbone. Donc c'est d'abord une mobilité qui est bas carbone. De votre point de vue, à vous, quand je dis mobilité propre, ça évoque quoi ? Je rebondirai sur ce qui a déjà été évoqué, notamment la diversité des solutions. On a parlé d'hydrogène, de biogaz, je parlais d'électrique, également tout ce qui est doux, marche à pied, vélo. Et je pense que c'est important de ne pas s'enfermer dans une solution et de voir la diversité des solutions qu'on a pour la mobilité bas carbone. Alors on va commencer par vous. Enedis, votre mobilité propre, c'est le véhicule électrique. Expliquez-nous un petit peu ce que vous mettez en place justement pour le développement du véhicule électrique qui sera propre probablement avec davantage de photovoltaïque. Oui, complètement. Donc, le véhicule électrique, c'est un des moyens de déplacement propre. Alors, je précise qu'on raccorde aussi des moyens pour tout ce qui est véhicule à hydrogène. Hein. Voilà, je voudrais vraiment qu'on se mette d'accord sur le terme propre. Quand on est propre, on est bas carbone, on est sans carbone. On n'est pas forcément sans déchets nucléaires. Tout à fait. C'est énergie décarbonée. Et donc, Enedis, en tant que gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, est extrêmement concerné, essentiellement aujourd'hui, par la mobilité électrique, qui sera le principal moyen de déplacement sur le véhicule individuel. Vous êtes un acteur du déploiement, en fait. Complètement, et un acteur clé. Et aujourd'hui, on voit que ce secteur est en train de décoller. On a, entre 2019 et 2020, qui a été une année extrêmement perturbée, quand même plus 180% de vente de véhicules électriques. Donc c'est un moyen vraiment qui arrive de manière importante, et nous en tant que gestionnaire de réseau, on est un des acteurs clés de ce déploiement-là. Ça c'est le contexte, on va dire. Exactement. Il y a un fort déploiement, une forte appétence pour le véhicule électrique aujourd'hui, qu'il soit totalement électrique ou hybride rechargeable. Et c'est que le début, c'est-à-dire que pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité européenne, on a eu le paquet Fit for 55 qui est arrivé récemment, qui a renforcé encore les ambitions sur la mobilité propre. Et donc, nous, on a revu nos scénarios de projection. On estime que d'ici 2035, on aura 17 millions de véhicules électriques dans les rues, ce qui fait plus de 30 fois ce qu'on a aujourd'hui. Donc, vous imaginez un peu le gap par rapport à la situation actuelle et le challenge que ça peut représenter. Challenge important.
Alors, on a vu le contexte. Maintenant, je crois que vous travaillez sur 3 axes. Et je crois que vous nous avez apporté des petites images que je vais demander de nous passer à l'écran. Et vous l'aurez ici, et pas sur celui-ci. Tout à fait. Donc, le premier axe qu'on va vous présenter, donc c'est 3 facteurs clés de succès, je peux dire, par rapport à ce déploiement de la mobilité électrique. Le premier, aujourd'hui, c'est le raccordement en immeuble. Je vais citer 3 chiffres. Le premier, c'est 44% des Français vivent en immeuble. Ça monte à 80% dans les agglomérations. Par contre, 88% des véhicules électriques qui sont vendus le sont à des personnes qui vivent en maison individuelle. Donc on voit qu'il y a un blocage aujourd'hui sur ce raccordement en immeuble. Donc notre rôle et la mission qu'on se donne, c'est de co-construire avec l'ensemble des acteurs les solutions qui permettront de faciliter ce déploiement en immeuble. Et ça, donc c'est un premier axe extrêmement important. De toute façon, en maison individuelle, c'est beaucoup plus facile d'aller installer une borne de recharge que d'aller l'installer dans un immeuble où il n'y a pas forcément de parking. Forcément. Comment on fait d'ailleurs ? Il y a plusieurs solutions. Il y a des acteurs qui existent aujourd'hui déjà sur le marché, qui installent ces bornes. Enedis propose également des solutions collectives avec les différents syndics d'immeubles. Donc il existe un panel de solutions. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le parcours est assez compliqué, qu'on a une diversité de situations dans ces immeubles qui complexifient les tâches. Et donc le job aujourd'hui, c'est de faire travailler tous ces gens ensemble pour passer ce cap et vraiment faciliter le déploiement en immeuble. Alors, ça c'était le premier, le premier axe, les immeubles. Tout à fait. Le second, qui est un point qui revient souvent quand on parle de mobilité électrique, c'est les déplacements longue distance. Donc le second axe sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est le déploiement de recharge de forte puissance sur les axes autoroutiers. Donc aujourd'hui, vous avez moins de 25% des aires de service qui sont équipées de bornes de recharge. On a fait une étude avec RTE, le gestionnaire du réseau de transport, concernant ce déploiement en forte puissance. On s'est rendu compte que c'est quelque chose qui est tout à fait dans nos cordes. Donc on s'est mis en organisation pour pouvoir répondre à ce besoin-là, travailler notamment avec les sociétés d'autoroutes pour pouvoir, dans les années qui viennent, déployer cette infrastructure de forte puissance et permettre aux gens qui seront équipés de véhicules électriques de se déplacer sur des grands déplacements. Et de pouvoir recharger rapidement. Exactement. Troisième axe. Le troisième axe, donc, qui est complémentaire à celui que je présentais sur les axes autoroutiers, c'est le déploiement en voirie. Donc, vous avez des autorités organisatrices, notamment les collectivités, qui sont en charge du déploiement des bornes de recharge en voirie. On l'a vu notamment ici à Lyon. Et donc, l'État a demandé le déploiement de schémas directeurs pour déployer ces bornes de recharge. Et donc, Enedis est un des acteurs importants de ce déploiement. Et donc, on travaille avec l'autorité organisatrice pour définir les meilleures conditions de déploiement de ces bornes. Cette mobilité décarbonée électrique, elle n'est possible de toute façon que si on déploie partout la possibilité de recharger les véhicules. Sinon, ça n'a aucun intérêt d'avoir un véhicule électrique, on est d'accord ? Oui, effectivement. Alors, moi, je vous parle beaucoup de recharge en voirie. C'est un des axes, et notamment important pour la réassurance des gens qui ont des véhicules électriques. Mais ce qu'il faut dire, et il faut insister dessus, c'est que demain, 80% de la recharge, elle se fera essentiellement soit à domicile, soit au travail. Donc aujourd'hui, l'infrastructure, quelque part, elle existe quasiment déjà. Elle existe quasiment déjà. Monsieur Loyen, on a l'électricité. Vous allez nous la produire, l'électricité. Comment ça se passe ? Comment vous vous inscrivez dans ce contexte de mobilité propre ? Donc l'évidence aujourd'hui, et c'est un axe qu'on a travaillé avec l'AVER, l'association des véhicules électriques, qui est un peu l'écosystème d'Enerplan dans la mobilité. On a fait une première étude avec Wavestone en 2019-2020, où on a étudié les pionniers de la recharge solaire de véhicules électriques dans le tertiaire. Parce que c'est là où, dans les entreprises, là où les voitures sont toute la journée, qu'on a intérêt à les recharger. Donc on a fait cette étude de pionniers. Et ce qu'il en ressort, c'est que finalement, on améliore la rentabilité, l'économie de l'infrastructure de recharge électrique en y liant du photovoltaïque. Tout simplement parce que quand on va faire des ombrières solaires sur un parking avec les bornes, il y a un certain nombre de travaux qui vont être mutualisés et qui ne seront pas affectés qu'à l'infrastructure de recharge de véhicules électriques, mais qui vont être absorbés par le photovoltaïque qui a sa propre économie par ailleurs rentable. Donc voilà, c'est une première étude qui nous démontre que
plein de motivations qu'on peut avoir pour lier PV électromobilité. Ça peut être de RSE, ça peut être de la différenciation commerciale, ça peut être pour une question de coût, parce que l'entreprise calcule que c'est moins cher d'avoir de l'électricité solaire que de l'acheter au réseau pour se recharger, etc. Ça peut être des problématiques de ne pas passer un palier de tension au niveau du raccordement, typiquement rester en dessous le HTA, quitte à mettre un peu de stockage stationnaire pour avoir le service de mobilité. Donc voilà, ça c'est une première étude qu'on a faite. C'est la première étape. Qu'on a édité et que vous retrouvez, vous pouvez le googliser, le quantiser. Enedis y a participé sur le site de Voilà, et on le retrouve sur le site d'Enerplan. Il suffit d'aller chercher dans les PV et électromobilité. Et on a fait une deuxième étude qui est assez intéressante avec Centrale Supélec, qui a été réalisée cette année en partant des travaux qu'avaient fait les Japonais. Et concrètement, ça part du principe qu'on solarise les toitures, qu'on remplace les véhicules thermiques par des véhicules électriques déchargeables, donc qui sont capables de se charger mais de se décharger pour faire le buffer. Ça devient des batteries sur roues quelque part. Voilà, c'est-à-dire que le véhicule, il devient lui aussi un élément du réseau. Il est capable de charger et de décharger. Il est capable de se charger au solaire la journée et se décharger son électricité solaire tout ou partie le soir ou quand il y a des nuages, etc. On a une première expérience qui a été faite en Savoie à ce titre-là, où un bâtiment à énergie positive, mobilité incluse, le stockage il n'est pas stationnaire. Il a 4 roues et ça s'appelle des véhicules électriques. Et ça, l'étude qu'a fait Centrale Supélec nous montre qu'à Marseille, on pourrait atteindre 80% de taux d'autonomie électrique juste avec le solaire, en prenant le solaire des toitures, les véhicules qui vont être des batteries sur roues et qui vont pouvoir contribuer à alimenter un quartier, une maison, un immeuble. Alors, ça peut paraître de la science-fiction, mais voilà, on se dit, dans un monde où on sera de plus en plus d'énergie renouvelable, voilà. Et d'évidence, aujourd'hui, je vois les produits qui sont sur ce salon, arrêtons de laisser fondre nos parkings au soleil. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut mettre des ombrières partout et des ombrières photovoltaïques, évidemment. Et aujourd'hui, la ville d'Europe, qui est la plus grande parking solaire en véhicule to grid, c'est Utrecht, en Hollande. Donc franchement, on a beaucoup plus de soleil ici, même à Lyon, et je ne parle pas d'à Marseille, ou à Montpellier, ou à Toulouse. Voilà, ce type de combinaison, couplage, c'est vraiment ce qu'on peut faire intelligemment. Et le fuel solaire, parce que c'est des électrons solaires, c'est du fuel qu'on récupère sur place, c'est bon pour l'économie locale et on arrête d'envoyer notre argent dans les pétromonarchies, en plus de gagner du CO2. Je voudrais juste revenir sur cet aspect charge, recharge, décharge. Moi, je suis un usager, on va dire. J'ai une voiture électrique ou alors je vais louer une voiture électrique. Il y aura comment ça se passe Je vais arriver comment je sais que ma voiture est chargée, qu'elle n'est pas en décharge pour alimenter le réseau très concrètement, alors, comment ça se passe? Aujourd'hui, c'est le début des véhicules to grid, le véhicule qui se décharge pour alimenter un immeuble, une maison ou rendre des services au réseau. On en est au tout début de l'histoire. Donc aujourd'hui, on a des véhicules qui ne se déchargent pas pour l'essentiel, mais on peut déjà les charger au soleil et c'est déjà très bien. Voilà. Après, ça, c'est la nouvelle génération de véhicules qui va arriver avec des bornes de recharge qui sont différentes, parce qu'elles doivent être bidirectionnelles. Et après, on va voir comment le consommateur s'approprie ces technologies. On peut penser que pour sa maison individuelle, il n'aura pas de problème à décharger sa batterie pour son bien, parce que le soir à 18h, c'est la pointe, l'électricité vaut cher, et que finalement, il préfère autoconsommer ce qu'il y a dans sa voiture. Quelques kilowattheures, sur 60 ou 70, il y a de quoi. Après, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, il veuille alimenter le quartier ou la ville. Oui. Parce que ça va dépendre comment on le rémunère. Donc voilà, c'est de l'innovation technologique. Il y a de l'innovation technologique, mais il faut aussi innover dans la manière d'acheter, de vendre l'électricité qui sera produite. Ça va toucher à la sociologie et je pense qu'on étudiera avec Enedis comment ces innovations aujourd'hui sont appropriées par les consommateurs. Alors avant de parler d'une autre énergie, une réaction tous les deux sur ce qu'on vient d'entendre et on va commencer par vous, Daniela. Si ça ne vous ennuie pas, parce qu'elle a un regard un petit peu différent du vôtre. Un regard complémentaire, je dirais, parce qu'on est finalement dans la même question. Mais je tenais à dire que c'est très intéressant en fait de rappeler tous ces progrès qui sont faits, qui sont peut-être pas tous connus. On se rend compte finalement que la mobilité, en fait, c'est un contexte aussi. C'est quel est l'usage que je donne. En l'occurrence, là, on parle de la voiture individuelle, beaucoup qui est dans la maison et qui a beaucoup de sens, eh bien, avec les efforts qui sont faits dans le bâtiment. On retrouve la notion aussi d'indépendance énergétique. Et je pense que c'est ça qu'il faut toujours garder en tête quand
quand on parle de mobilité. Dans le gaz naturel, par exemple, il y a d'autres enjeux. On va parler de méthanisation. Donc la méthanisation, le biogaz qui est produit à la ferme, qui peut être utilisé par les engins agricoles. On retrouve la boucle vertueuse et le contexte en fait qui fait qu'une énergie est plutôt bien adaptée par rapport à un usage donné. Je développerai par la suite, mais Oui, c'est important, c'est bien. C'est important. Ce que vous disiez aussi quand on a préparé un petit peu ensemble, c'est que c'est important de coupler transport et bâtiment parce que c'est ce qui aujourd'hui est le plus impactant au niveau carbone. Complètement, on est les deux secteurs les Faut les plus penser émetteurs. ensemble. Tout à fait, il faut qu'on avance ensemble. Sur ce qu'on vient d'entendre et puis sur l'aspect énergie photovoltaïque. Ouais, ce que je veux dire est complémentaire en fait à ce qu'a dit Richard. C'est-à-dire que moi, je vous ai beaucoup parlé du aujourd'hui avec le raccordement qui est un fondamental du véhicule électrique. On travaille aussi à préparer demain. On expérimente notamment dans un projet qui s'appelle Avenir, avec des partenaires dans un consortium qui regroupe l'ensemble de l'écosystème mobilité électrique, la synchronisation de la recharge entre l'électricité solaire et le véhicule électrique. Et pour revenir sur la question de l'acceptabilité du point de vue utilisateur, on travaille aussi dans ce consortium avec des sociologues pour préparer ces questions au-delà de l'aspect purement technique, faire en sorte que ce soit accepté le mieux possible et le plus transparent possible pour l'utilisateur. Voilà, on a besoin de transparence. On est dans une société où nous avons besoin de transparence. C'est à vous. Vous allez nous parler de rétrofit. Oui. Pour ceux qui ne sauraient pas, qu'est-ce que c'est ? Alors, le retrofit, moi je vais surtout vous parler du retrofit bio-GNV, parce qu'on entend de plus en plus parler du retrofit partout, surtout beaucoup de retrofit électriques. CRMT est spécialisé dans ce qu'on appelle le retrofit biogaz naturel. Donc en fait, c'est une opération qu'on peut faire de deux manières différentes. Soit on va prendre un véhicule diesel existant et on va venir modifier aussi bien sa motorisation. Donc c'est un travail complexe qui demande une réelle expertise qu'on possède en interne. On a des bons moteurs, on a des ingénieurs conception pour refaire une chambre de combustion et recréer un nouveau moteur gaz naturel. Ensuite, c'est-à-dire qu'avec ma vieille voiture diesel, je peux la transformer assez facilement en un moteur qui sera un peu plus vertueux avec un biogaz, c'est ça ? C'est quelque chose qui est possible. C'est pas facile parce que ça demande du développement, de la validation, de la conception, mais c'est tout à fait possible et ça se fait de plus en plus dans le secteur. Ensuite, il y a en plus du moteur, vous avez aussi l'architecture véhicule, parce que votre véhicule diesel, il a un réservoir diesel, il a de l'AdBlue, il a tout un ensemble de composants qu'on ne retrouve plus dans le gaz naturel. Et ça aussi, il faut le prendre en compte dans un retrofit. Il faut venir intégrer les bouteilles de gaz naturel qui prennent de la place. Donc ça, c'est un élément important à regarder. Et tout ne peut pas fonctionner au gaz naturel, ça on le sait, pour des questions simples d'autonomie, tout simplement, même si aujourd'hui on a des très belles performances. Donc vous avez d'une part la motorisation, mais aussi l'architecture véhicule, parce qu'on peut très bien mettre un nouveau moteur existant, déjà tout prêt au gaz naturel, parce que la gamme se développe, et venir travailler uniquement sur ce qu'on appelle l'architecture véhicule. D'accord. Donc ça, c'est l'aspect véhicule et il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est l'énergie que vous utilisez. Donc, quelle est cette énergie ? Qu'est-ce que c'est que le biogaz ? Alors, le biogaz, en fait, c'est la version renouvelable du gaz naturel. Le gaz naturel qu'on utilise dans la mobilité, en fait, c'est le même gaz de ville, molécule CH4 essentiellement. Et sa version renouvelable, en fait, c'est tout ce qui peut être, c'est le gaz qui peut être produit à partir de matières organiques. Donc essentiellement via la méthanisation, mais il y a tout un ensemble de process qui sont en cours de développement aujourd'hui pour en produire de plus en plus. Et ce qui est important avec ce carburant, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est 100% renouvelable et qui peut assurer une réelle indépendance énergétique aussi, parce que c'est quelque chose qu'on peut faire sur le territoire à l'échelle locale et consommer de manière locale. C'est une énergie décarbonée ? C'est une énergie qui se décarbone de plus en plus, effectivement, parce que tout le gaz qu'on consomme aujourd'hui n'est pas du biogaz naturel, mais les chiffres augmentent petit à petit et il y a des objectifs ambitieux et importants pour les années à venir. Est-ce que vous pouvez nous dire où on est aujourd'hui en termes de pourcentage, tout simplement, de chiffres, et où est-ce qu'on a envie d'aller ? Où est-ce qu'on peut aller dans un avenir proche et après peut-être un peu plus lointain ?
Je peux vous dire pour aujourd'hui, la part de biogaz naturel dans les réseaux, c'est de l'ordre de 17%. Il y a des personnes beaucoup mieux placées que moi pour donner ces chiffres, tels que GRDF par exemple, parce que c'est complexe quand même au niveau de toute la production nationale et tous les efforts qui sont faits. Mais l'objectif, c'est d'augmenter cette part pour arriver progressivement à du 100% d'ici plusieurs dizaines d'années. Alors, on va parler de 2 expérimentations que vous menez. Une expérimentation avec un autocariste. On va commencer par ça. Okay. Et puis après, on partira voir les tracteurs. Dites-nous tout. Très bien. Donc, effectivement, le projet dont vous parlez avec un autocariste, en fait, c'est un projet de retrofit d'autocars scolaires qu'on a nommé École-car. Donc, c'est un petit jeu de mots entre éco pour écologie, école, mais aussi l'aspect économique, parce que c'est très important. Et en fait, dans ce cas-là, on est dans ce qu'on appelle un retrofit véhicule. Pourquoi ? Parce qu'on part d'une base d'un véhicule qui est diesel Euro 5, donc la norme Euro 5, des véhicules produits avant 2014. On vient enlever sa motorisation et on vient remettre l'équivalent neuf en Euro 6, donc une motorisation récente qui fonctionne 100% au gaz naturel. Et on vient donc créer un nouvel autocar qui va pouvoir faire du transport scolaire. Ce projet, en fait, ce qui est important, parce qu'aujourd'hui, on parle de mobilité, mais on est aussi dans un salon pour le bâtiment, donc un autre secteur, mais finalement, la problématique, elle va parler à tout le monde. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais peut-être commencer par vous rappeler comment ce projet est né. Allez-y. Parce qu'en fait, c'est un projet qui est tout d'abord collaboratif, même si CRMT a été la société chargée de concevoir, de développer et de valider la solution de retrofit. C'est en fait un projet qui a été à l'initiative d'un transporteur, une entreprise privée qui s'appelle Berthollet, et un transporteur lyonnais, qui en fait se rapprochait de nous pour essayer de trouver une solution à cette problématique, qui en fait c'était le fait de se retrouver avec une grande partie de sa flotte avec des véhicules qui fonctionnent au diesel. Et je ne vous apprends rien. Aujourd'hui, 99% de la flotte nationale de transport routier est diesel. Donc, c'est une problématique commune. Pardon ? Non, allez-y, allez-y. Mais le problème, en fait, c'est que c'est une flotte que, d'après son cas d'usage, donc je vous ai parlé de transport scolaire, c'est des véhicules, en fait, qui font très peu de kilomètres à l'année, qui parcourent très peu, qui sont utilisés pendant très peu de jours dans l'année. Et en fait, ils se retrouvent avec une mécanique très bonne en fin de vie. Ils sont très fonctionnels, donc même si c'est des véhicules pas récents, Euro 5, ils sont bons. Il y a un intérêt qu'un véhicule qui a 20 ans, qui n'a pas fait énormément de kilomètres, il y a un intérêt à enlever le moteur ancien et à le remplacer par ce moteur-là. Ça coûte moins cher pour l'entreprise d'acheter un bus neuf avec ce type de motorisation, c'est ça ? Exactement, mais il n'y a pas que ça. C'est surtout le fait de se dire, bien sûr, un gain économique, un gain environnemental, mais surtout la réflexion de Berthollet, en fait, c'était de se dire, moi j'ai une flotte d'une 50aine de véhicules, c'est hors de question que je les jette, que je les envoie en Afrique, qu'ils continuent à polluer en Afrique, alors qu'ici, ils peuvent encore rouler. Par contre, aujourd'hui, ces véhicules ne sont plus acceptés par les autorités organisatrices de transport, tout simplement parce qu'ils sont diesel. Et en fait, nous, ce qu'on a proposé, donc, c'est de développer cette solution qui permet de les passer rapidement au biogaz naturel pour atteindre les parts qui sont imposées aussi aux transporteurs des véhicules propres. Donc, pour finir... Je fais un petit parallèle avec le monde du bâtiment. On sait tous que c'est plus important de rénover le bâti existant, de ne pas le détruire, de le conserver, parce que là, il est d'entrée de jeu bas carbone. C'est exactement la même chose pour les véhicules. C'est exactement ça, et c'est exactement ça dans beaucoup d'autres secteurs. On le voit toujours dans l'électroménager, dans nos téléphones. Je suis sûre que beaucoup d'entre nous en avons des téléphones reconditionnés. Donc c'est une façon de penser qu'il faut arriver à adapter au secteur si on veut être cohérent, si on veut apporter des solutions qui sont tout aussi innovantes, parce que l'innovation, c'est aussi arriver à penser autrement, à faire plus avec ce qu'on a déjà, et c'est ce qu'on a souhaité apporter avec ce projet. Pour finir, en fait, le parallèle que je vois aussi avec ce secteur et aussi avec le secteur, par exemple, des engins mobiles non routiers pour le BTP, c'est qu'en fait, entre toutes les exigences qu'on voit pour l'atteinte des objectifs bas carbone, mais aussi pour les respects de pollution de l'air, donc avec les ZFE et toute la réglementation qui évolue, et l'état de l'art aujourd'hui existant,
il y a un gap en fait entre les attentes et l'état de l'art pour des questions de disponibilité, de maturité, de coût. Et c'est là où le retrofit en fait, il permet de combler ce gap et d'apporter une réponse tout de suite, maintenant, pour atteindre ces objectifs. Voilà, et sans construire de nouveaux bus. C'est une offre qui est complémentaire au C'est une neuf. offre complémentaire au Je neuf. tiens à le Oui, dire oui, parce l'idée, c'est que quand même pas non plus de. Mais là, on a bien Exactement. compris en fait l'idée qu'il y a derrière. La chasse au carbone, elle n'est pas uniquement dans le carburant, elle est aussi dans l'utilité, l'usage plus long du véhicule. Très rapidement, je vais vous demander de nous parler de votre seconde expérience, mais Bien là, sûr. vous avez très peu de temps. je vais faire Sur court. Donc, il s'agit d'un tracteur, c'est ça? Tout à fait. Donc, CRMT sur plusieurs secteurs. Là, je vous ai parlé du secteur routier, mais nous sommes aussi en train de transformer un tracteur agricole, donc pareil diesel, pour le faire fonctionner au bio-GNV. Et dans ce cas-là, on transforme aussi bien le moteur que le tracteur. L'idée, c'est de créer la ferme bas carbone, et je vais m'arrêter là, donc avec des panneaux solaires aussi qui viennent alimenter la ferme, la méthanisation et du coup le biogaz qui peut être utilisé en tant que carburant avec ce véhicule. C'est un projet européen. C'est un projet européen, oui, qui concerne donc 9 pays différents, 6 millions d'euros de budget en fait pour 4 fermes pilotes qui testent différentes solutions, l'électrique aussi, des engins agricoles électriques. Et l'idée en fait c'est d'arriver à trouver des solutions standards qui seront reproductibles dans l'agriculture de demain. Merci. Alors, je vais vous demander à tous les trois une conclusion, à la fois sur ce que nous venons d'entendre, et puis en même temps de nous faire un petit peu de prospective pour voir éventuellement comment les choses peuvent évoluer, si on a une idée de l'avenir en fait. Hein. On va commencer par vous. Moi, ce que m'inspirent les échanges qu'on a eu aujourd'hui, c'est la multiplicité des solutions qui émergent pour répondre aux challenges climatiques qu'on a aujourd'hui. On a parlé de GNV, on a parlé d'électrique, il y en a d'autres, on peut parler d'hydrogène ou autre. Donc tout ça, c'est des bonnes idées. L'important, c'est de passer à l'action et aussi de travailler ensemble, et c'est un point sur lequel je réinsiste, de construire les solutions pour faire en sorte d'être collectivement au rendez-vous. Il n'y a pas qu'une solution, il y a plusieurs solutions, et ces solutions, il faut les travailler ensemble. C'est un peu ce que vous faites avec la ferme. Votre conclusion par rapport à notre échange? Je rejoins tout à fait l'idée de la conclusion qui est évoquée. En fait, on est dans une question collective. On ne peut pas se limiter à parler uniquement des engins, uniquement à la production d'énergie. Il y a aussi le changement de nos habitudes, forcément, ça passe par là. Il y a aussi une implication politique importante qu'il faut avoir, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des belles solutions qui émergent. Il faut qu'on soutienne ces solutions. Et puis, il faut aussi garder en tête que demain, on va être dans un mix, en fait, encore une fois. Il y aura de l'hydrogène, du gaz, de l'électrique, des biocarburants, pourquoi pas. Et il faut trouver le bon usage pour la bonne énergie. Vous avez le mot de la fin, monsieur Loyen. Merci. Moi, sur le couplage entre PV et électromobilité, je retiens 3 bénéfices. Le premier, c'est bon pour le climat, on supprime du CO2. Le deuxième, c'est bon pour l'économie. Finalement, on produit du fuel solaire sur place pour alimenter les déplacements locaux. Et le troisième, c'est pour le collègue d'Enedis, c'est aussi bon pour le réseau. Avec du smart charging, on aura de plus en plus de pilotage avec du numérique, de l'intelligence artificielle et les technos qui vont bien pour ne pas stresser le réseau, y compris en ayant du stockage stationnaire avec des batteries de seconde vie de véhicules électriques. C'est ce qu'on voit aussi arriver. Je retiens que le photovoltaïque bâtiment et des parkings vont devenir nos futurs hubs énergétiques. Et franchement, des parkings, il y en a dans toutes les collectivités de France. On a artificialisé des milliers de kilomètres carrés, donc il y a des surfaces qui ne manquent pas. Et enfin, pour vous annoncer qu'avec Calit ENR, dont je suis par ailleurs administrateur, on vient de lancer la qualification Recharge Elec Plus, justement pour permettre à nos installateurs Cali PV de pouvoir adresser une offre couplée en étant qualifiés doublement sur le photovoltaïque et sur la recharge électrique, et pour permettre à tout à chacun de pouvoir bénéficier de ce couplage avec tous les bénéfices associés. Voilà, parce qu'il y a aussi le bras armé que sont les entreprises pour installer tous ces systèmes. On a besoin d'entreprises, de compétences pour réussir la transition énergétique. Merci. Alors, on a fait un petit panorama. On a parlé énergie, on a parlé de nouveaux systèmes énergétiques, mobilité propre. On n'a peut-être pas parlé aussi de l'intérêt qu'on ait tous encore aujourd'hui une voiture individuelle, parce qu'il y aurait des choses aussi à dire là-dessus. Merci à vous. Une émission à retrouver donc sur le site de Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Salon Bipositif, bien sûr, et le magazine Planète Bâtiment. Merci à vous d'être venus jusqu'ici nous parler de mobilité propre. Merci à vous. À bientôt. Bonsoir à tous.